Le lion. Première fable du livre 11 des fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le lion. Sultan Léopard, autrefois, eut, se dit-on, par mainte aubaine, force bœufs dans ses prés, force cerfs dans ses bois, force moutons parmi la plaine. Il naquit un lion dans la forêt prochaine. Après les compliments, et d'une et d'autre part, comme entre grands il se pratique, le sultan fit venir son vizir le renard, vieux routier et bon politique. « Tu crains? » Celui, dit-il, « lionceau, mon voisin. Son père est mort, que peut-il faire? Plains plutôt le pauvre orphelin. Il a chez lui plus d'une affaire, et devra beaucoup au destin s'il garde ce qu'il a, sans tenter de conquête. » Le renard dit, branlant la tête, « Tel orphelin, Seigneur, ne me font point pitié. Il faut de celui-ci conserver l'amitié, ou s'efforcer de le détruire avant que la griffe et la dent lui soient crues, et qu'il soit en état de nous nuire. N'y perdez pas un seul moment. J'ai fait son horoscope, il croîtra par la guerre. Ce sera le meilleur lion pour ses amis qui soient sur terre. Tâchez donc d'en être, sinon tâchez de l'affaiblir. » La harangue fut vaine, le sultan dormait l'or, et dedans son domaine chacun dormait aussi. Bête gens! Tant qu'enfin le lionceau devient vrai lion. Le tocsin sonne aussitôt sur lui, l'alarme se promène de toutes parts, et le vizir, consulté là-dessus, dit avec un soupir, « Pourquoi l'héritez-vous? La chose est sans remède. En vain nous appelons 1000 gens en notre aide. Plus ils sont, plus ils coûtent. Et je ne les tiens bons qu'à manger leur part des moutons. Apaisez le lion. Seul il passe en puissance ce monde d'alliés vivant sur notre bien. Le lion en a 3 qui ne lui coûtent rien, son courage, sa force, avec sa vigilance. Jetez-lui promptement sous la griffe un mouton. S'il n'en est pas content, jetez-en davantage. Joignez-y quelques bœufs. Choisissez, pour ce don, tout le plus gras du pâturage. Sauvez le reste ainsi. Ce conseil ne plut pas, il en prit mal, et force États voisins du sultan en pâtirent. Nul n'y gagna, tous y perdirent. Quoi que fît ce monde ennemi, celui qu'il craignait fut le maître. Proposez-vous d'avoir le lion pour ami, si vous voulez le laisser croître. Fin de Le lion. Première fable du livre 11 des fables de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. Les dieux voulant instruire un fils de Jupiter. Fable 2 du livre 11e des fables de Jean de La Fontaine. Une expression vocale de Jean Lambert pour LibriVox.org. Les dieux voulant instruire un fils de Jupiter. Pour Monseigneur le duc du Maine. Jupiter eut un fils qui, se sentant du dieu dont il tirait son origine, avait l'âme toute divine. L'enfance n'aime rien. Celle du jeune Dieu faisait sa principale affaire, des doux soins d'aimer et de plaire. En lui, l'amour et la raison devancèrent le temps, dont les ailes légères n'amènent que trop tôt, hélas, chaque saison. Flore, au regard riant, aux charmantes manières, toucha d'abord le cœur du jeune Olympien. Ce que la passion peut inspirer d'adresse, sentiment délicat et rempli de tendresse, pleure, soupire,
tout en fut. Bref, il n'oublia rien. Le fils de Jupiter devait, par sa naissance, avoir un autre esprit et d'autres dons des cieux que les enfants des autres dieux. Il semblait qu'il n'agit que par réminiscence, et qu'il eût autrefois fait le métier d'amant, tant il le fit parfaitement. Jupiter, cependant, voulut le faire instruire. Il assembla les dieux, et dit « J'ai su conduire seul et sans compagnon jusqu'ici l'univers. Mais il est des emplois divers qu'au nouveau Dieu je distribue. Sur cet enfant chéri, j'ai donc jeté la vue. C'est mon sang. Tout est plein déjà de ses autels. Afin de mériter le rang des immortels, il faut qu'il sache tout. » Le maître du tonnerre eut à peine achevé que chacun applaudit. Pour savoir tout, l'enfant n'avait que trop d'esprit. « Je veux, dit le dieu de la guerre, lui montrer moi-même cet art par qui maints héros ont eu part aux honneurs de l'Olympe et grossi cet empire. Je serai son maître de lyre, dit le blond et docte Apollon. Et moi, reprit Hercule à la peau de lion, son maître à surmonter les vices, à dompter les transports, monstre empoisonneur, comme hydre renaissant sans cesse dans les cœurs. Ennemi des molles délices, il apprendra de moi les sentiers peu battus qui mènent aux honneurs sur les pas des vertus. Quand se vint au dieu de Cythère, il dit qu'il lui montrerait tout. L'amour avait raison. De quoi ne vient à bout l'esprit joint au désir de plaire? Fin de Les dieux voulant instruire un fils de Jupiter. Pour Monseigneur le duc du Maine. Fable 2 du livre 11e des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. Le fermier, le chien et le renard. Fable 3 du livre 11e des Fables de Jean de La Fontaine. Une œuvre vocale de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le fermier, le chien et le renard. Le loup et le renard sont d'étranges voisins. Je ne bâtirai point autour de leur demeure. Ce dernier guettait à toute heure les poules d'un fermier, et quoique des plus fins, il n'avait pu donner d'atteinte à la volaille. D'une part l'appétit, de l'autre le danger, n'était pas au compère un embarras léger. « Et quoi, dit-il, cette canaille se moque impunément de moi? Je vais, je viens, je me travaille, j'imagine sans tour. Le ristre, en paix chez soi, vous fait argent de tout, convertit en monnaie ses chapons, sa poulaille, il en a même au croc. Et moi, maître passé, quand j'attrape un vieux coq, je suis au comble de la joie. Pourquoi sire Jupin m'a-t-il donc appelé au métier de renard? Je jure les puissances de l'Olympe et du Styx, il en sera parlé. Roulant en son cœur ses vengeances, il choisit une nuit libérale en pavot. Chacun était plongé dans un profond repos. Le maître du logis, les valets, le chien même, poules, poulets, chapons, tout dormait. Le fermier, laissant ouvert son poulailler, commit une sottise extrême. Le voleur tourne tant qu'il entre au lieu guetté. Le dépeuple remplit de meurtres la cité. Les marques de sa cruauté parurent avec l'aube. On vit un étalage de corps sanglants et de camages. Peu s'en fallut que le soleil ne rebroussât d'horreur vers le manoir liquide. Tel, et d'un spectacle pareil, Apollon irrité contre le fier Atride, joncha son camp de mort. On vit presque détruit l'ost des Grecs, et ce fut l'ouvrage d'une nuit. Tel encore, autour de sa tente, Ajax, à l'âme impatiente,
de moutons et de boucs fit un vaste débris, croyant tuer en eux son concurrent Ulysse et les auteurs de l'injustice par qui l'autre emporta le prix. Le renard, autre Ajax aux volailles funestes, emporte ce qu'il peut, laisse étendu le reste. Le maître ne trouva de recours qu'à crier contre ses gens, son chien. C'est l'ordinaire usage. « Ah, maudit animal, qui n'est bon qu'à noyer, que n'avertissais-tu dès l'abord du carnage? Que ne l'évitiez-vous? C'eût été plutôt fait. C'est vous, maître et fermier, à qui touche le fait, dormez sans avoir soin que la porte soit close. Voulez-vous que moi, chien, qui n'ai rien à la chose, sans aucun intérêt, je perde le repos? » Ce chien parlait très à propos. Son raisonnement pouvait être fort bon dans la bouche d'un maître. Mais, n'étant que d'un simple chien, on trouva qu'il ne valait rien. On vous sangla le pauvre drille. Toi donc, qui que tu sois, ô père de famille, et je ne t'ai jamais envié cet honneur, t'attendre aux yeux d'autrui quand tu dors, c'est erreur. Couche-toi le dernier, et vois fermer ta porte. Que si quelque affaire t'importe, ne la fais point par procureur. Fin de Le fermier, le chien et le renard. Fable 3 du livre 11e des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. Le songe d'un habitant du Mogol. Fable 4 du livre 11e des Fables de Jean de La Fontaine. Une œuvre vocale de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le songe d'un habitant du Mogol. Jadis certain Mogol vit en songe un vizir au champ élysien, possesseur d'un plaisir aussi pur qu'infini, tant en prix qu'en durée. Le même songeur vit en une autre contrée un ermite entouré de feu qui touchait de pitié même les malheureux. Le cas parut étrange et contre l'ordinaire. Minos, en ces deux morts, semblait s'être mépris. Le dormeur s'éveilla, tant il en fut surpris. Dans ce songe, pourtant soupçonnant du mystère, il se fit expliquer l'affaire. L'interprète lui dit « Ne vous étonnez point, votre songe a du sens, et, si j'ai sur ce point acquis tant soit peu d'habitude, c'est un avis des dieux. Pendant l'humain séjour, ce vizir quelquefois cherchait la solitude. Cet ermite au vizir allait faire sa cour. » Si j'osais ajouter un mot de l'interprète, j'inspirerais ici l'amour de la retraite. Elle offre à ses amants des biens sans embarras, bien purs, présents du ciel, qui naissent sous les pas. Solitude, où je trouve une douceur secrète, lieu que j'aimais toujours, ne pourrais-je jamais, loin du monde et du bruit, goûter l'ombre et le frais? Oh, qui m'arrêtera sous vos sombres asiles? Quand pourront les 9 sœurs, loin des cours et des villes, m'occuper tout entier et m'apprendre des cieux les divers mouvements inconnus à nos yeux, les noms et les vertus de ces clartés errantes, par qui sont nos destins et nos mœurs différentes? Que si je suis né pour de si grands projets, du moins que les ruisseaux m'offrent de doux objets? Que je peigne en mes vers quelques rives fleuries? La parque à filets d'or n'ourdira point ma vie? Je ne dormirai point sous de riches lambris. Mais voit-on que le somme en perde son prix? En est-il moins profond et moins plein de délices? Je lui voue au désert de nouveaux sacrifices. Quand le moment viendra d'aller trouver les morts, j'aurai vécu sans soin et mourrai sans remords.
Fin de Le songe d'un habitant du Mogol. Fable 4 du livre 11e des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le lion, le singe et les deux ânes. Fable 5 du livre 11e des Fables de Jean de La Fontaine. Une œuvre vocale de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le lion, le singe et les deux ânes. Le lion, pour bien gouverner, voulant apprendre la morale, se fit un beau jour amener le singe, maître et sage chez la gent animale. La première leçon que donna le régent fut celle-ci. Grand roi, pour régner sagement, il faut que tout prince préfère le zèle de l'État à certains mouvements qu'on appelle communément amour-propre, car c'est le père, c'est l'auteur de tous les défauts que l'on remarque aux animaux. Vouloir que de tout point ce sentiment vous quitte, ce n'est pas chose si petite qu'on en vienne à bout en un jour. C'est beaucoup de pouvoir, modérer cet amour. Par là, votre personne auguste n'admettra jamais à rien en soi de ridicule ni d'injuste. « Donne-moi, » repartit le roi, « des exemples de l'un et l'autre. »« Toute espèce, » dit le docteur, « et je commence par la nôtre, toute profession s'estime dans son cœur, traite les autres d'ignorantes, les qualifie impertinentes, et semblable discours qui ne nous coûte rien, l'amour-propre au rebours, fait qu'au degré suprême on porte ses pareils, car c'est un bon moyen de s'élever aussi soi-même. De tout ce que dessus j'argumente très bien, qu'ici-bas, maint talent n'est que pure grimace, cabale, et certain art de se faire valoir, mieux su des ignorants que des gens de savoir. L'autre jour, suivant la trace deux ânes qui, prenant tour à tour l'encensoir, se louaient tour à tour, comme c'est la manière, jouit que l'un des deux disait à son confrère « Seigneur, trouvez-vous pas bien injuste et bien sot, l'homme, cet animal si parfait? Il profane notre auguste nom, traitant d'âne quiconque est ignorant, d'esprit lourd, idiot. Il abuse encore d'un mot, et traite notre rire et nos discours de braire. Les humains sont plaisants de prétendre exceller par-dessus nous. Non, non, c'est à vous de parler, à leurs orateurs de se taire. Voilà les vrais braillards. Mais laissons là ces gens. Vous m'entendez? Je vous entends. Il suffit. Et quant aux merveilles dont votre divin chant vient frapper les oreilles, Philomèle est, au prix novice en cet art. Vous surpassez Lambert. L'autre baudet repart. Seigneur, j'admire en vous des qualités pareilles. Ces ânes, non contents de s'être ainsi grattés, s'en allèrent dans les cités l'un l'autre se prôner. Chacun d'eux croyait faire, en prisant ses pareils, une fort bonne affaire, prétendant que l'honneur en reviendrait sur lui. J'en connais beaucoup aujourd'hui, non parmi les baudets, mais parmi les puissances, que le ciel voulut mettre en de plus hauts degrés, qui changeraient entre eux les simples excellences s'ils osaient en des majestés. J'en dis peut-être plus qu'il ne faut, et suppose que votre majesté gardera le secret. Elle avait souhaité d'apprendre quelques traits qui lui fit voir, entre autres choses, l'amour-propre, donnant du ridicule aux gens. L'injuste aura son tour, il y faut plus de temps. Ainsi parla ce singe. On ne m'a pas su dire s'il traita à l'autre point, car il est délicat. Et notre maître Essart, qui n'était pas un fat, regardait ce lion comme un terrible sire. Fin de Le lion, le singe et des deux ânes.
Fable 5 du livre 11e des Fables de La Fontaine. Cette œuvre vocale appartient au domaine public. Le loup et le renard. Fable 6 du livre 11e des Fables de Jean de La Fontaine. Une œuvre vocale de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le loup et le renard. Mais d'où vient qu'au renard Ésope accorde un point, c'est d'exceller en tours plein de martroiseries? J'en cherche la raison et ne la trouve point. Quand le loup a besoin de défendre sa vie ou d'attaquer celle d'autrui, n'en sait-il pas autant que lui? Je crois qu'il en sait plus, et j'oserais peut-être, avec quelque raison, contredire mon maître. Voici pourtant un cas où tout l'honneur échut à l'hôte des terriers. Un soir il aperçut la lune au fond d'un puits. L'orbiculaire image lui parut un ample fromage. Deux seaux, alternativement, puisaient le liquide élément. Notre renard, pressé par une faim canine, s'accommode en celui qu'au haut de la machine, l'autre seau tenait suspendu. Voilà l'animal descendu, tiré d'erreur, mais fort en peine, et voyant sa perte prochaine. Car comment remonter, si quelque autre affamé, de la même image charmé, et succédant sa misère, par le même chemin, ne le tirait d'affaire? 2 jours s'étaient passés, sans qu'aucun vînt au puits. Le temps, qui toujours marche, avait pendant 2 nuits échancré, selon l'ordinaire, de l'astre au front d'argent la face circulaire. Ces renards étaient désespérés. Compère Loup, le gosier altéré, passe par là. L'autre dit: « Camarade, je veux vous régaler. Voyez-vous cet objet? C'est un fromage exquis. Le dieu Faune l'a fait. La vache Io donna le lait. Jupiter, s'il était malade, reprendrait l'appétit en tâtant d'un tel mets. J'en ai mangé cette échancrure. Le reste vous sera suffisante pâture. Descendez dans un seau que j'ai mis là exprès. » Bien qu'au moins mal qu'il pût, il ajusta l'histoire, le loup fut un sot de le croire. Il descend, et son poids emportant l'autre part, reguinde en haut maître renard. Ne nous en moquons point, nous nous laissons séduire sur aussi peu de fondement, et chacun croit fort aisément ce qu'il craint et ce qu'il désire. Fin de Le loup et le renard. Fable 6 du livre 11e des Fables de La Fontaine. Cette œuvre vocale appartient au domaine public. Le paysan du Danube. Fable 7 du livre 11e des Fables de Jean de La Fontaine. Une œuvre vocale de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le paysan du Danube. Il ne faut point juger des gens sur l'apparence. Le conseil en est bon, mais il n'est pas nouveau. Jadis, l'erreur du souriceau me servit à prouver le discours que j'avance. J'ai, pour le fonder à présent, le bon Socrate, Ésope et certains paysans, des rives du Danube, hommes dont Marc Aurèle nous fait un portrait fort fidèle. On connaît les premiers. Quant à l'autre, voici le personnage en raccourci. Son menton nourrissait une barbe touffue. Toute sa personne velue représentait un ours, mais un ours mal léché. Sous un sourcil épais, il avait l'œil caché, le regard de travers, nez tordu, grosses lèvres, portait soyons de poils de chèvre et ceinture de jonc marin. Cet homme, ainsi bâti, fut député des villes que lave le Danube.
Il n'était point d'asile où l'avarice des Romains ne pénétra alors et ne porta les mains. Le député vint donc et fit cette harangue. « Romains, et vous, Sénat, assis pour m'écouter, je supplie avant tous les dieux de m'assister. Veuillent les immortels, conducteurs de ma langue, que je ne dise rien qui doive être repris. Sans leur aide, il ne peut entrer dans les esprits que tout mal et toute injustice. Faute d'y recourir, on viole leurs lois. Témoins, nous que punit la romaine avarice. Remet par nos forfaits, plus que par ses exploits, l'instrument de notre supplice. Craignez, Romains, craignez que le ciel quelque jour ne transporte chez vous les pleurs et la misère, et mettant en nos mains, par un juste retour, les armes dont se sert sa vengeance sévère, il ne vous fasse, en sa colère, nos esclaves à votre tour. Et pourquoi sommes-nous les vôtres? Qu'on me dit, en quoi valez-vous mieux que 100 peuples divers? Quel droit vous a rendu maître de l'univers? Pourquoi venir troubler une innocente vie? Nous cultivions en paix d'heureux champs, et nos mains étaient propres aux arts, ainsi qu'au labourage. Qu'avez-vous appris aux Germains? Ils ont l'adresse et le courage. S'ils avaient eu l'avidité comme vous, et la violence, peut-être en votre place ils auraient la puissance, et sauraient en user sans inhumanité. Celle que vos prêteurs ont sur nous exercée n'entre qu'à peine en la pensée. La majesté de vos autels elle-même en est offense, car sachez que les immortels ont les regards sur nous. Grâce à vos exemples, ils n'ont devant les yeux que des objets d'horreur, de mépris d'eux et de leur temple, d'avarice qui va jusqu'à la fureur. Rien ne suffit aux gens qui nous viennent de Rome. La terre et le travail de l'homme font pour les assouvir des efforts superflus. Retirez-les. On ne veut plus cultiver pour eux les campagnes. Nous quittons les cités, nous fuyons aux montagnes. Nous laissons nos chères compagnes. Nous ne conversons plus qu'avec des ours affreux, découragés de mettre au jour des malheureux, et de peupler pour Rome un pays qu'elle opprime. Quant à nos enfants déjà nés, nous souhaitons de voir leur jour bientôt borné. Vos prêteurs au malheur nous font joindre le crime. Retirez-les. Ils ne nous apprendront que la mollesse et le vice. Les Germains comme eux deviendront gens de rapine et d'avarice. C'est tout ce que j'ai vu dans Rome à mon abord. N'a-t-on point de présent à faire, point de pourpre à donner? C'est en vain qu'on espère quelque refuge aux lois. Encore leur ministère a-t-il 1000 longueurs? Ce discours un peu fort doit commencer à vous déplaire. Je finis. Punissez de mort une plainte un peu trop sincère. À ces mots, il se couche, et chacun étonné admire le grand cœur, le bon sens, l'éloquence du sauvage ainsi prosterné. On le créa Patrice, et ce fut la vengeance qu'on crut qu'un tel discours méritait. On choisit d'autres prêteurs, et par écrit, le Sénat demanda ce qu'avait dit cet homme pour servir de modèle aux parleurs à venir. On ne sut pas longtemps à Rome cette éloquence entretenir. Fin de Le paysan du Danube. Fable 7 du livre 11e des Fables de La Fontaine. Cette œuvre vocale appartient au domaine public. Le vieillard et les 3 jeunes hommes. Fable 8 du livre 11e des Fables de Jean de La Fontaine. Une œuvre vocale de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le vieillard et les 3 jeunes hommes. Un octogénaire plantait. « Passe encore de bâtir,
mais planté à cet âge, disaient 3 jouvenceaux enfants du voisinage. Assurément, ils radotaient. Car, au nom des dieux, je vous prie, quel fruit de ce labeur pouvez-vous recueillir? Autant qu'un patriarche, il vous faudrait vieillir. À quoi bon charger votre vie des soins d'un avenir qui n'est pas fait pour vous? Ne songez désormais qu'à vos erreurs passées. Quittez le long espoir et les vastes pensées. Tout cela ne convient qu'à nous. Il ne convient pas à vous-même, repartit le vieillard. Tout établissement vient tard et dure peu. La main des parcs blêmes de vos jours et des miens se joue également. Nos termes sont pareils par leur courte durée. Qui de nous, des clartés de la voûte azurée, doit jouir le dernier? Est-il aucun moment qui vous puisse assurer d'un second seulement? Mes arrière-neveux me devront cet ombrage. Eh bien, défendez-vous aux sages de se donner des soins pour le plaisir d'autrui? Cela même est un fruit que je goûte aujourd'hui. J'en puis jouir demain et quelques jours encore. Je puis enfin compter l'aurore plus d'une fois sur vos tombeaux. Le vieillard eut raison. L'un des 3 jouvenceaux se noya dès le port en allant à l'Amérique. L'autre, afin de monter aux grandes dignités dans les emplois de Mars servant la République, par un coup imprévu, vit ses jours emportés. Le 3e tomba d'un arbre que lui-même il voulut hanter. Et, pleuré du vieillard, il grava sur leur marbre ce que je viens de raconter. Fin de Le vieillard et les 3 jeunes hommes. Fable 8 du livre 11e des Fables de La Fontaine. Cette œuvre vocale appartient au domaine public. Les souris et le chat huant. Fable 9 du livre 11e des Fables de Jean de La Fontaine. Une œuvre vocale de Jean Lambert pour LibriVox.org. Les souris et le chat huant. Il ne faut jamais dire aux gens « Écoutez un bon mot, voyez une merveille ». Savez-vous si les écoutants feront une estime à la vôtre pareille? Voici pourtant un cas qui peut être accepté. Je le maintiens prodige, et tel que d'une fable il a l'air, et les traits encore que véritables. On a bâti un pin pour son antiquité, vieux palais d'un hibou, triste et sombre retraite de l'oiseau qu'Atropos prend pour son interprète. Dans son tronc caverneux, miné par le temps, logeaient, entre autres habitants, force souris sans pieds, toutes rondes de graisse. L'oiseau les nourrissait parmi des tas de blé, et de son bec avait leurs troupeaux mutilés. Cet oiseau raisonnait, il faut qu'on le confesse. En son temps, aux souris le compagnon chassa. Les premières qu'il prit du logis échappé, pour y remédier, le drôle estropia tout ce qu'il prit ensuite, et leurs jambes coupées firent qu'il les mangeait à sa commodité, aujourd'hui l'une et demain l'autre. Tout manger à la fois, l'impossibilité s'y trouvait, joint aussi le soin de sa santé. Sa prévoyance allait aussi loin que la nôtre. Elle allait jusqu'à leur porter vivre et grain pour subsister. Puis, que Cartésien s'obstine à traiter ce hibou de montre et de machine? Quel ressort lui pouvait donner le conseil de tronquer un peuple mis en mue? Si ce n'est pas là raisonner, la raison m'est chose inconnue. Voyez que d'arguments il fit. Quand ce peuple est pris, il s'enfuit. Donc, il faut le croquer aussitôt qu'on le happe. Tout? Il est impossible.
Et puis, pour le besoin, n'en dois-je pas garder? Donc, il faut avoir soin de le nourrir sans qu'il échappe. Mais comment? Ôtons-lui les pieds. Or, trouvez-moi chose par les humains à sa fin mieux conduite. Quel autre art de penser Aristote et sa suite enseignent-ils par votre foi? Fin de Les souris et le chat huant. Fable 9 du livre 11e des Fables de La Fontaine. Cette œuvre vocale fait partie du domaine public. Épilogue du livre 11e. 10e texte du livre 11e des Fables de Jean de La Fontaine. Une œuvre vocale de Jean Lambert pour LibriVox.org. Épilogue du livre 11e. C'est ainsi que ma muse, au bord d'une onde pure, traduisait en langue des dieux tout ce que disent sous les cieux tant d'êtres empruntant la voix de la nature. Truchement de peuples divers, je les faisais servir d'acteurs en mon ouvrage. Car tout parle dans l'univers. Il n'est rien qui n'ait son langage. Plus éloquents chez eux qu'ils ne le sont dans mes vers, si ceux que j'introduis me trouvent peu fidèles, si mon œuvre n'est pas assez bon modèle, j'ai du moins ouvert le chemin. D'autres pourront y mettre une dernière main. Favoris des 9 sœurs, achevez l'entreprise. Donnez maintes leçons que j'ai sans doute omises. Sous ces inventions, il faut l'envelopper. Mais vous n'avez que trop de quoi vous occuper. Pendant de doux emplois de ma muse innocente, Louis dompte l'Europe, et d'une main puissante, il conduit à leur fin les plus nobles projets qu'ait jamais formé un monarque. Favoris des 9 sœurs, ce sont là des sujets vainqueurs du temps et de la parque. Fin de l'épilogue du livre 11e. Fin du livre 11e des Fables de Jean de La Fontaine. Cette œuvre vocale appartient au domaine public.